Les 22 et 23 septembre dernier, le sommet de l'avenir s'est tenu à New York, en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Lors de cet événement, les États africains ont réaffirmé leur engagement envers un multilatéralisme authentique et ont plaidé pour une réforme substantielle de la gouvernance mondiale. Cela fait donc désormais plus de 30 ans que les pays africains réclament l'inclusion de certains d'entre eux en tant que membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Tout récemment, les États-Unis ont annoncé de manière solennelle leur soutien à l'établissement de 2 sièges permanents pour les nations africaines, bien que sans droit de veto. Bien que cette problématique ait, hélas, pris une tournure principalement politique, il faut savoir que la question de la permanence ainsi que celle du droit de veto relève fondamentalement d'une dimension technique et scientifique. Et pour appréhender cette complicité, il est essentiel de comprendre dans un premier temps le fonctionnement du Conseil de sécurité, dans un deuxième temps les raisons de son attrait considérable et pour finir les perspectives de révision de son armature, sa configuration en faveur des pays africains. Et il faut savoir, pour le dire d'emblée, que le Conseil de sécurité des Nations unies constitue l'organe prééminent chargé de la préservation de la paix internationale, composé de 15 membres, chacun disposant d'une voix, à l'exception bien entendu des 5 membres permanents qui sont titulaires du droit de veto. Conformément donc à la Charte des Nations unies, tous les États membres sont tenus de respecter les décisions émanant de ce Conseil. Ce dernier joue un rôle crucial dans l'évaluation de l'existence des menaces pour la paix ou alors des actes d'agression. Il encourage les parties en conflit à résoudre leurs différends par des voies pacifiques et propose des méthodes ou alors des conditions de règlement. Dans certaines situations, le Conseil de sécurité peut décider d'imposer des sanctions ou alors même autoriser l'usage de la force afin de maintenir ou de rétablir la paix et la sécurité internationale. Parmi les 15 membres permanents du Conseil de sécurité, l'Afrique est relativement bien représentée. Parmi les 15 membres, pas même membres permanents, pardonnez-moi. L'Afrique est relativement bien représentée. En effet, l'amendement de 1963 a établi une répartition géographique équitable des sièges des membres non permanents. Ainsi, au jour d'aujourd'hui, la composition inclut systématiquement 5 États membres d'Afrique et d'Asie, généralement 3 États africains et 2 États d'Asie. Un État membre d'Europe de l'Est, 2 États membres d'Amérique latine et pour finir 2 États membres du groupe des États d'Europe occidentale et d'autres États. Cela dit, la problématique réside dans la représentation des membres permanents ainsi que de l'exercice du droit de veto, l'Afrique n'étant pas représentée parmi les 5 membres permanents. L'argument avancé par les pays africains repose sur le fait que l'Afrique représente 30% des États membres des Nations Unies et puis 17% de la population mondiale. À ce stade donc, il convient de noter un premier contresens. Si nous nous référons à la charte, c'est-à-dire le document constitutif des Nations Unies, la charte des Nations Unies, on fait une première remarque, c'est que l'alinéa 1, l'alinéa première de l'article 23 de la charte des Nations Unies, qui désigne les 5 membres permanents, ne stipule en aucun cas que la géographie, encore moins la taille de la population, soit des critères de nomination. Aucunement.
concernant les motivations qui ont conduit à la désignation de la Grande-Bretagne, de la Chine, de la France, de la Russie et des États-Unis comme membres permanents, la charte présente ce que les constitutionnalistes définissent comme étant un vide juridique et se contente d'être silencieuse. En revanche, la charte est explicite sur les critères d'éligibilité pour devenir membre permanent, notamment la contribution des membres de l'organisation au maintien de la paix et de la sécurité nationale, ainsi que la répartition géographique équitable, toujours dans l'alinéa première. Il est à noter que cet article est scrupuleusement respecté et même en faveur de l'Afrique, comme nous l'avons évoqué tantôt. Ainsi, pour comprendre les critères d'éligibilité au titre de membre permanent, il est essentiel d'exhumer l'histoire, comprendre les pulsions fondamentales qui ont agité les architectes de l'organisation à configurer l'organisation telle qu'elle se présente aujourd'hui de manière générale et particulièrement les membres permanents titulaires du droit de veto. Il est essentiel d'explorer la genèse de la configuration des Nations Unies. Et là, on fait une première analyse. Tout d'abord, il est crucial de dépasser l'idée selon laquelle le Conseil de sécurité ne serait pas représentatif du monde contemporain. À la réalité, chaque région, comme nous l'avons dit, et il est important de le répéter, dispose de plusieurs sièges au Conseil et les membres permanents sont élus par leur région tous les 2 ans. Qui plus est, de nombreuses préoccupations se portent sur le fait que les 5 membres permanents ne reflètent pas la diversité du monde actuel. Cependant, cette notion mérite d'être reconsidérée à la réalité, car les 5 membres permanents d'aujourd'hui incarnent effectivement ce qu'ils sont censés représenter, c'est-à-dire le pouvoir. Il est donc important de rappeler que le Conseil de sécurité n'a jamais été conçu pour être un organe d'égalité entre tous les États. Non, vraiment pas. Pour cela, l'ONU dispose de l'Assemblée générale qui repose sur le principe une voix, une nation. En revanche, le Conseil de sécurité est génétiquement, granétiquement un organe qui nécessite stabilité et pouvoir, ce qui signifie que la diversité et l'égalité ne sont pas les préoccupations majeures, malheureusement. Vous comprenez donc désormais pourquoi 2 des 5 nations d'Europe occidentale, à savoir le Royaume-Uni et la France, sont des membres permanents, sans oublier que la Russie a également une partie de son territoire en Europe. Cette apparente inégalité n'a pas troublé les architectes de l'ONU, car la géographie n'était pas le critère principal pour la composition du Conseil de sécurité, mais plutôt le pouvoir. L'objectif était de désigner des États puissants comme leaders permanents autour de la philosophie fondatrice de l'organisation, celle sur laquelle la notion de membre permanent coulait ses fondations, celle des gendarmes du monde utilisée par Franklin Delano Roosevelt. Ainsi, il est donc évident que seuls des extrémistes pourraient ignorer ce principe fondamental. Le pouvoir ne découle pas de l'obtention d'un siège permanent, mais plutôt de la puissance déjà exercée par un pays avant cette nomination. En considérant cette perspective, on comprend aisément pourquoi le 25 octobre 1971, la Chine communiste a été admise comme membre permanent du Conseil de sécurité avec droit de veto, malgré l'opposition résolue des États-Unis. Entre 1945 et 1971, la Chine communiste avait non seulement remporté la guerre civile chinoise, mais aussi renforcé son économie et développé ses capacités nucléaires, réalisant son premier test nucléaire en octobre 1964. Face à ces avancées, l'Assemblée générale de l'ONU a voté 76 voix pour
35 contre et 17 abstentions, pour accorder un siège à la Chine communiste, remplaçant les nationalistes tant à l'ONU qu'au Conseil de sécurité, tout en lui conférant des pouvoirs de veto. Cela dit, c'est l'approche que modestement nous proposons à nos compatriotes africains pour revendiquer légitimement un statut de membre permanent du Conseil de sécurité avec droit de veto. Vous voyez, bien que la charte de l'ONU rende cette aspiration difficile, parce que si l'on entre dans la charte, on verra que l'élargissement des membres permanents est assujetti au consentement des 5 membres permanents et dans une certaine mesure va nécessiter la refonte, le toilettage même de la charte. Cependant, en dépit de ce caractère hermétique, s'agissant de l'élargissement des membres permanents, l'histoire, la jurisprudence que nous disposons a démontré qu'il est possible d'accéder à ce statut. Nous sommes donc particulièrement préoccupés par l'attitude de victimisation et de militantisme adoptée par certains pays africains. Nous encourageons le continent à se concentrer sur le renforcement de son pouvoir afin de mériter, afin de contraindre l'Assemblée générale à lui accorder un statut permanent avec droit de veto. Parce que voyez-vous, en géopolitique, personne, il faut toujours l'avoir en tête, personne n'a le devoir de vous respecter. Le respect en géopolitique se mérite. Vous n'avez qu'à considérer la Corée du Nord ainsi que la Russie pour le comprendre, y compris la Chine. Individuellement, la plupart des nations africaines manquent de robustesse. Voyez-vous, certaines d'entre elles en 2024 continuent d'utiliser des monnaies imposées par leurs anciens colonisateurs. Figurez-vous. Est-ce que vous vous rendez compte de la dimension de la fragilité que cela explique? Les capacités militaires de nombreuses nations ne permettent même pas une mobilisation prolongée sans risquer l'effondrement de leurs économies. Cependant, selon le professeur Jean-Emmanuel Pondy, l'Afrique représente la 4e économie mondiale prise dans son ensemble. Ainsi, Kwame Nkrumah avait raison. L'Afrique doit s'unir. Voilà la passerelle incontestable pour d'abord construire ses prétentions de puissance et de pouvoir et ensuite contraindre les nations du monde à lui accorder une place permanente au sein de cet organe qui, comme nous l'avons dit et nous voulons le répéter, est génétiquement constitué de nations qui représentent une puissance globale. Ça n'a rien à voir avec un argument obtenu, une prétention obtenue par le biais du militantisme. Le véritable levier pour que l'Afrique émerge rapidement en tant que superpuissance réside donc dans son intégration continentale. Je vous renvoie à l'ouvrage du professeur Achille Mbembe, Brutalisme, où il explique que la balkanisation du continent africain constitue un obstacle majeur à son ascension en tant que force mondiale. Un défi supplémentaire dans la quête d'intégration économique est la nécessité de construire une infrastructure complète, efficace et fiable pour relier ces régions ainsi que ces pays, facilitant ainsi le libre et rapide mouvement des personnes, des biens ainsi que des services. Dans le contexte du retard économique de nombreuses nations africaines, il est illusoire, c'est même un leurre, d'espérer qu'une seule nation puisse émerger rapidement comme une superpuissance, justifiant un siège permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un rapport récent sur les perspectives futures de l'Afrique examine l'évolution des capacités de puissance de l'Algérie, l'Égypte, l'Éthiopie, du Nigeria et l'Afrique du Sud, souvent désignés comme les Big Five, au cours des 25 prochaines années.
Ces pays sont des leaders dans leurs régions respectives et possèdent un potentiel de puissance significatif sur le continent. Ensemble, ils représentent 60% de l'économie africaine, donc 40% de la population du continent et 58% des dépenses militaires. Cette dynamique devrait perdurer au cours des prochaines décennies. L'avenir de ces nations fournira une réponse claire à la question récurrente de savoir si l'Afrique est en plein essor. En effet, l'échec de ces États compromettrait l'ascension de l'ensemble du continent. Actuellement, la puissance combinée des 54 pays africains représente près de 9% de la puissance mondiale, surpassant celle du Japon, la Russie ou alors de l'Inde, figurez-vous. Mais restant tout de même inférieure à celle des États-Unis et de la Chine, qui représentent respectivement environ 18% et 13% de la puissance mondiale. D'ici 2040, la puissance relative totale de l'Afrique devrait dépasser celle de l'Union européenne et des États-Unis, bien que cela ne représente qu'environ 11% de la puissance mondiale. Cette projection contraste avec les tendances démographiques mondiales, puisque d'ici 2050, une personne sur 4 sera d'origine africaine. Il est indéniable que la répartition de la superpuissance en Afrique est multipolaire, impliquant divers pays dans cette dynamique. Au cours des 5 dernières années, seulement 3 des 54 économies africaines ont enregistré une croissance annuelle supérieure à 6%, notamment l'Éthiopie, le Bénin et le Rwanda. Avant de conclure, il est essentiel pour nous de clarifier certains aspects concernant le pouvoir de veto. Tout d'abord, sachez que le veto n'est pas une question de justice ou alors d'équité. Il s'agit plutôt d'un accord politique pragmatique entre les grandes puissances visant à éviter des confrontations directes et à atténuer l'ampleur d'autres conflits mondiaux. Il est crucial de ne pas utiliser les objectifs de l'ONU comme prétexte pour miner les intérêts et la domination d'un membre permanent concurrent. Ce fut là la perspective, je dirais même le regard fondamental du veto. Un accord politique pragmatique permettant soit à l'USSR, soit alors à la France de s'opposer à ce que les architectes de l'organisation transitent par l'organisation avec un prétexte légitime, c'est-à-dire tenir la guerre à l'écart pour saper ou alors nuire aux intérêts d'une grande puissance rivale. Dans un deuxième temps, les nations les plus puissantes du monde ont accepté de s'associer à l'initiative de l'ONU, principalement en raison de l'existence d'un mécanisme garantissant le respect de leurs intérêts à l'échelle mondiale. Ce mécanisme est le pouvoir de veto. Si ce dernier venait à être supprimé, ces pays refuseraient tout simplement de participer au processus. Le pouvoir de veto a été l'élément incitatif utilisé par les concepteurs de l'ONU pour inciter les grandes puissances à participer et rendre l'organisation politiquement viable. À la réalité, l'ONU, c'est quoi? C'est une volonté philosophique, sans gravité et sans les armes, les prétentions de sa volonté. Les membres permanents, c'est-à-dire les nations les plus puissantes du monde, permettent donc à cette volonté d'avoir une certaine crédibilité. À la réalité, tronquent leur crédibilité, leur superpuissance et leurs ressources à cette volonté, à cette philosophie initiale. C'est donc un échange. De manière pratique, les nations comprennent qu'il est nécessaire désormais d'éviter une béance globale. Je rappelle, nous n'avons pas le temps, ce n'est d'ailleurs pas la thématique, mais si nous avions le temps, nous vous aurons démontré comment la béance globale
dans les années 1940 et même 39, bien avant, cette béance a incité des monstres comme Adolf Hitler de s'emparer de cela et d'exercer leur volonté machiavélique à travers le monde. Et donc, Franklin Roosevelt et Churchill, qui ont vécu cela, ont estimé qu'il était nécessaire que le monde ne soit plus béant d'une, non pas une gouvernance, mais d'une certaine conciergerie avec des pouvoirs suffisamment limités. Une certaine conciergerie qui permette une intendance pour surveiller l'évolution géopolitique du monde et empêcher, par le biais de la philosophie de l'action collective, à ce que ne naissent d'autres menaces globales comme Adolf Hitler. Et vous voyez, cette idée, elle est salutaire. Mais il faut toujours avoir en idée qu'en géopolitique, dans les relations internationales, les intérêts des nations priment toujours et primeront toujours sur la logique et la bonne volonté. Et donc, pour permettre à ce que l'idée des Nations Unies plaise aux nations puissantes, afin que ces nations adhèrent à cette volonté, il était nécessaire de fournir à ces nations une puissance pouvant leur permettre de s'opposer à ce que les nations membres des Nations Unies ainsi que l'organisation elle-même n'empiètent à leurs intérêts à travers le monde. Il fallait donc troquer. Ce fut une concession et je comprends bien que ce soit injuste. Mais une autre chose à savoir, dans les relations internationales, et particulièrement au sein des Nations Unies, l'organisation combine les deux tendances, la logique et tout ce qui n'est pas logique. Ça, il faut le savoir. Donc, une leçon clé tirée de l'échec de la Ligue des Nations est que l'efficacité du veto est optimale lorsque son nombre de détenteurs est restreint. Un trop grand nombre de détenteurs peut conduire à des impasses rendant difficile l'adoption de résolutions. Avec seulement 5 membres, le Conseil rencontre déjà des difficultés à parvenir à un consensus. Imaginez-vous s'il fallait l'élargir à plus de 5 membres. 5 membres permanents représentent le maximum pour des raisons techniques et non politiques. Si des modifications doivent être envisagées, elles devraient consister à un remplacement des membres permanents, comme cela a été le cas en 1971. En ce qui concerne le soutien des États-Unis à 2 nations africaines pour obtenir des sièges permanents sans pouvoir de veto, cela mérite une réflexion approfondie. Il est important de noter dans un premier temps que les États-Unis, depuis bien longtemps, soutiennent l'Inde, le Japon et l'Allemagne pour des sièges permanents sans succès. L'absence de pouvoir de veto pourrait donc entraîner un rejet pur et simple de cette réforme proposée, maintenant le Conseil dans un statu quo. Les efforts passés pour soutenir l'adhésion permanente des pays africains au Conseil de sécurité de l'ONU ont souvent conduit à un jeu de blâme entre les États africains eux-mêmes, principalement l'incapacité pour les nations africaines de s'accorder sur le candidat ultime. Et ces grandes puissances le savent. L'Amérique le sait très bien que ce soit en Afrique et même dans d'autres régions du monde, le consensus sur les candidats à adhérer comme membre permanent a toujours été la clé pour faire preuve d'hypocrisie. Faire semblant d'être ouvert à la réforme, mais agiter une dynamique qui va de fait déclencher le manque de consensus. Un peu ce que le professeur Claude Abbé, professeur sociologue ici au Cameroun, appelle la gesticulation institutionnelle. Faire semblant d'être favorable, mais maintenir le statu quo ante.
En réalité, les États-Unis cherchent à regagner la faveur des pays africains, conscients que le maintien du statu quo ne ferait que pousser ces nations vers d'autres forums multilatéraux où elles pourraient avoir davantage d'influence sur leurs affaires, comme les BRICS ou alors le mouvement des non-alignés, ou alors des initiatives bilatérales telles que le récent forum sur la coopération Chine-Afrique. Nous pensons qu'il n'y aura pas de changement significatif au sein du Conseil, en particulier parmi les membres permanents détenteurs de veto. Au demeurant, le sommet de l'avenir a mis en lumière les aspirations des États africains pour une réforme significative du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment en ce qui concerne leur représentation en tant que membre permanent. Bien que le soutien récent des États-Unis à l'inclusion des deux nations africaines soit un pas dans la bonne direction, l'absence de pouvoir de veto soulève des questions quant à la véritable portée de cette réforme. Pour que l'Afrique puisse revendiquer un statut de puissance mondiale, il est impératif qu'elle surmonte ses divisions internes et travaille surtout à une intégration continentale plus forte. L'avenir de l'Afrique dépend de sa capacité à unifier ses ressources et à renforcer son pouvoir collectif sur la scène internationale. On ne le dira jamais assez. Pour être craint en géopolitique, c'est deux passerelles principales. Soit vous vous constituez en fédération pour impressionner par votre nombre, soit alors, aussi infime, aussi minime que vous soyez, vous vous dotez de la dissuasion nucléaire. Seule une telle démarche permettra de transformer les aspirations africaines en réalité tangible et garantir une voix significative au sein des instances de gouvernance mondiale. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous abonner à cette page pour bénéficier de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. Une fois de plus, merci et à la prochaine.